Bonsoir et bienvenue dans Touchdown et Tartiflette pour la 9e semaine de NFL. La seule garantie ce soir, c'est que les Raiders ne perdront pas cette semaine. Touchdown et Tartiflette, c'est votre émission hebdomadaire où nos analystes décortiquent joyeusement l'actualité de la NFL. Notre équipe d'experts internationaux et francophones se retrouve pour t'offrir un regard unique sur une sélection de matchs et aborder les sujets bouillants de la NFL. Pour retrouver tous les pronos de tous les matchs, c'est sur le site prononfl.com où tu peux jouer avec nous et le reste de la communauté francophone. Puisque tu es là, pense à liker et t'abonner à la chaîne et nous faire un petit coucou, un petit commentaire. J'en profite pour saluer Juan80 qui s'est abonné tout à l'heure, ainsi que Steve qui participeront à cette émission dans les semaines à venir et Gorski aussi. Voilà. C'est des mousquetaires, des castors, tout ça, ne t'inquiétez pas. Sans plus attendre, voici notre expert. Voilà, puisqu'on était principalement des castors et des mousquetaires, on a dû trouver quelqu'un qui savait au moins écrire un petit peu. Olivier Rival, voilà, il a écrit au moins un livre, c'est bien, c'est plus que tous les castors réunis. Sauf Gauchette. Gauchette, elle écrit des poèmes et des livres, c'est très bien. T'as Bertrand aussi qui a écrit des bouquins. FMB, voilà, lui il était là quand les castors étaient en noir et blanc. Voilà, ouais. Donc, et dans quelques instants, probablement, Scooby nous fera un petit coucou de sa cavale et Rémi travaille pour la première fois de l'année. Donc c'est bien, il va nous faire coucou après. Notre invité de ce soir, c'est le big boss des Bisons de Besançon. Ça fait beaucoup de B. Pour rappel, Besançon, c'est le siège régional de Bourgogne-Franche-Comté. C'est pour cela que tu retrouves les Bisons en championnat régional de la poule Bourgogne-Franche-Comté. Non. Ils sont dans la régionale Grand Est. Pourquoi? On ne sait pas très bien. Pour jouer à 11. De la Fédé. Bref, tout va bien. Par contre, Baptiste, je veux dire, le site des Bisons, il est tout cassé. Parce que je voulais depuis hier, on est en train de s'en occuper. Il faudrait appeler Philippe et lui dire de revenir de vacances. Voilà. Bah alors, Philippe, normalement, nous a enfin transmis depuis ses très longues vacances barcelonaises tous les accès. Et du coup, c'est en cours de transition. Et oui, il est en maintenance depuis hier, justement. Parce voilà. que et que c'est bien de faire des sites internet en pré-prod, mais normalement, après, tu les passes en prod pour que ce soit. Ouais, c'est censé. Ouais, c'est bien parce qu'il y a son nom de famille pour l'instant sur le crash. c'est ça. Mais comme c'est un ancien, on lui fait un coucou à coucou. Voilà. Coucou. Et puis, non, mais ouais, on est dessus. Ce soir, pour vous, on va parler de la NFL française, le quiz d'Olivier Rival et 4 matchs, 2 AFC, 2 NFC, Chargers, Browns, Texans, Jets, Bears, Cardinals, les Rams contre les Seahawks. Voilà, nos matchs avec nos petits casques venus tout droit du Hall of Fame. Voilà, on va pouvoir dézoomer, hop, c'est fini. Voilà, coucou, bonjour. Voilà, moi c'est Rico, on se retrouve donc comme tous les jeudis. Sans plus attendre, on va attaquer donc le premier sujet. Ah, attends, on va dire bonjour à Scooby. Alors, Scooby est en cavale. Scooby, attention. Il vient, il est dans un endroit indéterminé, généralement en train de courir. Scooby, ça va? Bon, Scooby dans un instant. Olivier ne se plaint toujours pas rangé, Rico, hein, par contre, c'est toujours le bordel. Hein. Ouais, je sais, mais on peut pas tout faire. Soit je joue avec des petits casques, soit je range. J'ai joué avec des petits casques. Okay, voilà. Le mec, il met un maillot des New York Giants et une casquette des New York Jets. Voilà. C'est le bordel, quoi. Ils vont peut-être être en playoff à 2, en fait. En cumulant les victoires des deux clubs, ils seront peut-être en playoff. Je reviens de Cleveland, il faut que je nettoie un peu les Browns de moi, tu vois. Et je salue une seconde fois Juan qui est fan de Brown. Voilà, Scooby s'exprimera quand il sortira de sa cave. De prison. Il est dans un tunnel. Il est dans un tunnel. Libéré, Scooby. Libéré, Scooby. N'attrapez pas Scooby. Voilà, le niveau de la NFL, parlons-en, puisque comme tu le sais, Olivier Rival ne râle jamais. Jamais. Absolument jamais. Jamais. Il n'est jamais énervé. Par rien du tout, mais il voulait nous parler un petit peu du niveau de la NFL ce soir. C'est ça, Olivier? Bah non, en fait, c'est Scooby surtout qui voulait en parler, mais bon, c'est pas grave. Parce que c'est Scooby qui est énervé sur ce sujet-là. Ah, le bâtard! C'est ça. Le sujet étant, est-ce que le niveau de la NFL est catastrophiquement bas ou est-ce qu'il est bon? Scooby, est-ce que le niveau de la NFL est bon? En direct de je sais pas où. Il a volé un bébé! Il a volé un bébé! Oh putain, c'est pas vrai. Je demande plus sur mon... il a volé un bébé! Je demande plus sur mon temps. Oh la vache.
Tu nous auras tout fait, Scooby. Ouais, j'ai prévenu, moi. Hein. Au moins, Vous savez que l'émission n'est pas scriptée, on prépare pas ça à l'avance. Ah ouais, je te confirme, il n'est pas scripté. Hein. Bon, Scooby, le niveau de la NFL, qu'est-ce que t'en penses? Non, alors, on m'entend bien ou pas au moins? Ouais, on t'entend. On entend surtout le bébé, mais on t'entend. Ouais, c'est calmé. Non, alors, moi j'avais un vrai point, moi, c'est de manière générale, c'est pas que sur les QB ou sur le niveau des joueurs, mais plus sur la manière dont on procède en NFL. Et j'ai l'impression que, en fait, je dirais que c'est le même de l'universitaire, du high school, on essaie de simplifier tout, les systèmes de jeu, les lectures, la progression, et que maintenant, en fait, ça se ressent au plus haut niveau, et on sent que les joueurs sont de moins en moins à l'aise, et comprennent moins en moins de ce qui se passe sur le terrain. Et j'ai l'impression qu'on les jette. De quoi? C'est pour ça qu'on simplifie, parce qu'ils comprennent de moins en moins. Bah, en fait, il faudrait expliquer avant de simplifier, tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu passes ton temps à dire ouais, fais ça, et qu'au final, c'est... Par exemple, moi, je vais donner un exemple concret pour être plus simple. Pour la progression des quarterbacks, et je parle de la lecture, par exemple. Avant, on lisait les zones, on lisait la réaction des défenseurs. Maintenant, on fait que de la pure progression. On fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et ça n'aide pas à comprendre ce qui se passe sur le terrain. Ça n'aide pas pour le timing. Et du coup, ça crée même beaucoup de sacs. Il y avait une super vidéo de Kurt Warner qui en parle, justement. Et justement, je pense que ça crée tous ces problèmes-là. Les systèmes de jeu, on les simplifie parce que c'est plus facile, comment dire, de miser sur l'athlétisme des gens que sur sur le niveau football. Donc moi je préfère qu'on échange des bases si tu veux échanger. Baptiste, je suis sûr que tu veux réagir à ça. Non, mais c'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est une réalité par rapport à notamment à l'évolution des attentes de la NFL. C'est qu'en fait, tu es censé être formé à jouer quarterback et à faire tes lectures de progression en universitaire. Sauf qu'en universitaire, moi je l'ai connu il y a un peu plus de 12 ans de ça quand j'étais walk-on à TCU. Non, attends. Coupe ton micro quand tu parles pas. Ah cool. Ouais, voilà. Je l'ai coupé le micro. Ouais, je reprends en fait, on en revient à un problème de qui est changé, de former qui. La problématique, c'est que les quarterbacks sont censés apprendre à lire en universitaire. Sauf qu'en universitaire, on est de plus en plus dans des schémas de quick pass, dans effectivement des choses qui sont extrêmement simplifiées, stéréotypées. On se retrouve très peu avec de passe à option, de lecture de zone, d'adaptation. Et en fait, les gars arrivent en NFL, ils sont pas ready. En fait, ils arrivent de systèmes universitaires où on est là pour jouer vite. Et en fait, on est obligé de s'adapter à des joueurs qui ne sont pas prêts à la NFL. Ce qui, à la base, n'était pas censé être le cas. On est censé arriver en NFL, on est un joueur pro, on est payé pour faire un taf. Donc, on est censé arriver en étant prêt à ça. Et aujourd'hui, la NFL fait face à un dilemme. C'est que soit la NFL doit mettre en place un système d'école, mais ils ne sont pas à ce niveau-là parce que vu le coût aujourd'hui de signature d'un QB, tu as envie de le rentabiliser tout de suite sur le terrain. Mais en même temps, ils sont pas prêts à jouer au niveau que tu les attends et de ce que tu as envie. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec tout ce cas des jeunes quarterbacks qui, en fait, étaient censés être des stars sur les terrains et bench, et qui, en fait, est juste logique. Ça vient vraiment de la manière dont on construit, on développe aujourd'hui les quarterbacks. Et comme tu l'as dit très bien, Scooby, aujourd'hui, en fait, on attend plus de l'athlétisme d'un mec que vraiment de sa connaissance, de son IQ, etc. Je pense qu'un Peyton Manning, aujourd'hui, il sortirait d'un process universitaire jusqu'à la NFL. On n'en entendrait même pas parler, où il serait vraiment top ranking parce qu'en fait, il correspond plus aux standards, sauf qu'en fait, les standards se heurtent à des réalités et aujourd'hui, il n'y a pas de solution réelle qui est en place et qui est apportée par rapport à ça. FMB ? Oui, alors, moi je dirais, il y a quand même... moi, j'aimais bien alors, je vais pas être encore le vieux compte service, mais quand même, le principe des sites, d'avoir... le vieux QB et le jeune apprenti, je trouve ça fabuleux. Il y a quand même déjà un aspect transmission. Pour moi, un QB rookie qui arrive en NFL et qui arrive à starter tout de suite, c'est parce que tout l'encadrement est fait pour, et on va lui simplifier la tâche, comme l'a dit Baptiste. Mais c'est pas viable à long terme. Et on le voit qu'il y a de plus en plus de jeunes QB qui restent pas longtemps. Là, par exemple, Scooby, il va râler, mais je vais prendre les Jets en exemple. Tu vois, ils ont Aaron Rodgers, qui est quand même fabuleux à voir, et il n'a pas de padawan. Alors, il va me dire, il va me sortir le gars de Florida, mais bon, non, faut pas déconner. Enfin, peut-être, mais... Il y a Tyrod Taylor. Hein.
Tyrod Taylor, mais c'est un vétéran. Donc, tu vois, c'est ce duo-là qui, je trouve, qui manque, qui n'a pas perduré en NFL. Et ça, c'est une grosse erreur. Voilà. Et Rico, c'est pareil, il n'en a rien à foutre. Ah, je suis en train de lire des trucs de taf. Excusez-moi. Mais je pensais qu'Olivier allait prendre la main. Olivier prend la main. Non, mais je pense que vous avez couvert pas mal de choses et vous avez raison sur pas mal de choses. En contre-exemple, on peut citer Green Bay qui a depuis toujours fait ça. Puisque Favre avait donné la main à Rodgers a donné la main à Love, et en fait on a eu une continuité avec des bons quarterbacks tout le temps parce qu'ils arrivent à faire cette transmission. Et c'est vrai qu'ailleurs elle est pas toujours très très bien faite. Et alors pour revenir à ce que disaient Scooby et Baptiste plus tôt, effectivement aujourd'hui on a des quarterbacks qui ont connu souvent plusieurs systèmes universitaires, qui ont changé du fac, etc., qui ont pas forcément la connaissance des systèmes qu'on pouvait avoir avant. Et puis pour amplifier ce phénomène-là, c'est comme tu disais Baptiste, c'est qu'aujourd'hui les équipes NFL elles draftent les QB beaucoup plus haut qu'avant. Elles sont obligées d'investir beaucoup d'argent sur ces jeunes QB et elles veulent rentabiliser leur investissement tout de suite. Donc elles sont beaucoup moins patientes avec leurs jeunes QB qu'autrefois. Donc on a un effet qui se rajoute, quoi. On a des QB qui sont moins prêts, à qui on demande d'être bons plus tôt, et donc forcément on se retrouve avec pas mal de systèmes et d'équipes qui sont pas prêtes, notamment en début de saison. On a l'impression de revivre les mêmes saisons là depuis 2-3 ans où il faut attendre là depuis une semaine ou deux. Je trouve que ça joue quand même bien mieux parce que pendant 7-8 semaines les équipes elles sont juste pas prêtes en fait, que ça soit les QB mais aussi tout le reste derrière. Et ce qui nous donne des débuts de NFL qui sont pas toujours très très jolis à voir. J'ajouterais un truc, c'est que du fait d'avoir donné beaucoup du coup le starting job à des jeunes, en fait quand on draft aujourd'hui un jeune QB avec un potentiel derrière un vétéran qui est bien en place, on se retrouve dans des situations où le vétéran le prend comme une insécurité au lieu d'une opportunité de transmission. Et c'est le cas de l'exemple Kirk Cousins aux Falcons, avec la draft derrière. Et en fait il a pris ça comme une attaque, une menace, au lieu de prendre ça comme l'opportunité en fait de transmettre et de finir sa carrière en passant vite, quoi. Ouais, mais ça c'est la vie de haut niveau, je veux dire, ils savent tous. C'est la même chose avec Joe Montana, Young à l'époque, avec plein de QB. C'est la vie de l'athlète de haut niveau. Mais... Sauf que je pense qu'à l'époque, c'était plus normal. C'est-à-dire qu'en fait, on savait qu'on allait prendre un jeune, que forcément, il était là pour nous pousser à la bourre pendant 2, 3, 4 saisons, et que c'était aussi le job, ça remettait un peu de compétition pour le vétéran starter, de sortir les doigts, hein, et puis clairement de se sublimer en fin de carrière. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde est tellement rapidement sur un siège éjectable que on peut voir comme une menace quand on est un vétéran le fait de drafter vraiment tout de suite top pick. Je parle pas de prendre quelqu'un au 3e ou au 4e tour, hein. Je parle de dire on passe un des 5 premiers tours de draft sur prendre un QB alors qu'on vient de signer un contrat avec un autre QB, de prendre ça vraiment comme une menace et en fait de pas se mettre dans un réflexe de transmission, mais se mettre en blocage en mode je dois défendre mon job. Après, on parle que des quarterbacks. Moi, je parle même de la NFL en général, que ce soit les défenses. Pour la petite stat, le rookie avec le plus de yards à la course, c'est Jaden Daniels. Voilà, donc ça montre un peu ce qui se passe au niveau des running backs. Moi, c'est un peu le global, en fait. J'ai l'impression que la NFL, un peu, se tend à devenir universitaire, ce que je souhaitais à une époque en plus. Mais d'un autre côté, maintenant, je me dis... Désolé à du direct. Mais d'un autre côté, je me dis, est-ce que ça aide au niveau et ça aide au développement des joueurs? Et je trouve que c'est un peu... Je pense que on est dans une mauvaise phase, enfin. C'est pas très... Ça mérite... Franchement, on peut en parler des heures et des heures, même qui est vraiment... Est-ce que le meilleur receveur actuel, ça vaut quelque chose par rapport à ceux de 10 ans, par exemple? Mais voilà, je me pose vraiment des questions. Scooby crie fort, terminus, tout le monde descend. Dis Allo Akbar pour voir. Putain. On va pas la faire celle-là. Là, c'est interdit. Bon. Bref, allez, passons au premier match de la soirée. Les Chargers aux Browns. Ah, tiens, on a perdu Olivier. Donc, FMB, je vais te laisser ouvrir. Il est là, Olivier. Hein. Il y en a, Moi, je le vois pas. Je le vois dans mon petit écran, mais je le vois pas dans mon grand écran. Il est là.
mais je veux bien commencer. Vas-y. D'accord. Ouais. Je vais essayer de voir pourquoi t'es pas là maintenant. Vas-y. Il est là, il est là. Avec des équipes qui sont dans des formes, on va dire. Hudson. Oui. Ah ouais. Scooby, tu veux essayer? Non. Non. Dis non. Bon, Baptiste, est-ce que tu veux parler de ce match? Pas grand chose à dire. Clairement, c'est deux équipes un peu dans l'incertitude. Il y a une semaine, j'aurais même pas hésité, j'aurais mis une pièce sur Chargers direct, de par le fait que les Browns au fond du fond. Après, effectivement, il y a l'effet magique du week-end dernier. Maintenant, les effets magiques, on change de QB et on gagne un gros match et d'un seul coup la hype remonte et en fait d'un seul coup du coup les attentes sont très vite déçues derrière. C'est quand même quelque chose de très récurrent en NFL. Donc à confirmer et donc du coup j'ai pas trop d'avis. Après perso forcément je vais avoir un petit lien plus proche avec les Chargers parce que c'est le premier drafteur de mon ancienne fac TCU. Voilà donc pour moi je me mets une pièce Chargers mais plus par affect que par réel avis sur le niveau. FMB? Ouais, alors, en fait, ce qui est marrant, c'est que, bon, Olivier l'a dit, c'est vrai que les Chargers, normalement, on espérait un haut niveau, mais surtout avec Arbo. Mais on voit qu'ils sont en pleine construction, là, je veux dire, qui peut citer le nom des receveurs des Chargers? Bon, on voit que, par contre, que quand même, que ça monte en puissance. McCooney et Palmer sont des bons jeunes receveurs. Le running aussi, Dobbins fait du taf. Donc, c'est une équipe qui est en pleine, je dirais, progression. Et je pense que l'année prochaine, ça sera un peu plus sérieux. Mais là face à Winston, et Winston, heureusement qu'il est là, parce que heureusement qu'ils ont mis le masseur un peu sur le banc. Enfin, il s'est dégommé tout seul. Mais Winston va faire du bon taf. Donc, avec Tillman, Joku, Jody, je pense que alors le seul, ouais, même parce que même la D-line des Chargers, je crois qu'ils ont fait que 5 sacs. Ils sont 25e en défense de rush. Donc ils vont avoir Nick Chubb sur le dos pendant le match. Je vois mal les Chargers gagner. Enfin, c'est une équipe de Cleveland qui remonte en forme. Et d'ailleurs, un petit quiz. Est-ce que vous vous rappelez d'un match d'anthologie entre deux QB? Alors, à l'époque, ce n'était pas les Chargers de Los Angeles, mais de San Diego. Avec les Browns ou... Je parle de Browns contre les Chargers. Oh là là. QB d'anthologie aux Browns? Ouais. Remonte. C'est ce que j'allais dire, ça remonte. C'était autogramme. Bien avant.
Kobe, t'as un truc à dire sur le Chargers Round? Non, mais c'est vrai que c'est assez intéressant, surtout l'aspect James Winston. Est-ce qu'il va nous faire une Andy Dalton en fait? Est-ce qu'il va arriver à nous faire un match de retour exceptionnel et après faire 3 pics? Moi, j'écoute James, il bosse bien, il progresse bien dans la ligue. C'est quelqu'un qui fait toujours des yards. Lui, son gros problème, c'est les turnovers. Que la saison où il a fait 5 milliards, il a quand même fait 30 TD, 30 inter, il me semble. Mais je préfère pas rentrer dans la hype tout de suite, même si j'aime bien ce qui se passe. Hein. Les Chargers sont bien coachés. Ils font un gros taf. On va dire les Chargers de Michigan. Mais je suis d'accord sur un point, je trouve que le roster est pas si bon en fait globalement. Je suis pas un grand fan de l'attaque des Chargers. Je pense que Herbert mérite peut-être des meilleures cibles. JK il est très bien, mais les receveurs, les Titans, c'est un peu décevant à ce niveau-là. Mais je trouve les Chargers quand même globalement plus solides que les Browns. Et pour les sacs, c'est aussi dû à la philosophie défensive peut-être de Minter. C'est pas qu'une question de performance au pass rush, mais ça dépend du ratio de blitz, ça dépend de comment joue Jesse Minter, et il me semble que c'est pas le plus friand des sacs. Voilà. Alors, ouais, pardon. Brian Sapp contre Dan Foots en 1983. Oh la vache. Ah ouais. Alors. Je ne sais pas qui sont ces gens. Il y a un quiz en noir et blanc, t'inquiète pas. Merci beaucoup, messieurs. Passons au deuxième sujet de la soirée sélectionné par Olivier Rival, que revoilà sur nos écrans. Je sais pas pourquoi, parfois t'es là, parfois t'es pas là. Tu voulais dire à quel point la French NFL c'était bien, que les argots en élite c'était une bonne idée, tout ça, c'est ça Olivier? J'ai dit ça? Non, j'ai rien dit du tout moi. C'est pas du tout mon sujet. Non, moi je vais dire ça. Moi alors, j'aime bien regarder la NFL sur Beansport. Moi je le dis. Je trouve ça sympa. Mais tu voulais parler de la NFL en France? D'accord. Excuse-moi, je croyais que tu voulais que je parle du football américain en France. Oui, c'est ça, non? Ah, pardon. Non, mais comme on a notre ami Baptiste, on pouvait peut-être faire un petit point sur le début des championnats français et comment ça va se passer cette année, parce que ça a été pas mal remixé dans notre cher FFFA. Tu veux ma version soft ou la vraie? Non, on fait que des rapports par derrière non protégés. Vas-y, Baptiste, tu coaches quelque part, Baptiste, ou tu joues? Ouais, je suis coach au Besançon Bison et directeur sportif foot américain des Besançon Bison. Ah, ok. Donc concerné par les changements de championnat de notre très chère fédération. Voilà. Ouais, un avis, c'est un beau bordel, hein, clairement. C'est un beau bordel quand tu mélanges des clubs en fait qui ont travaillé pour essayer d'évoluer, de se redévelopper post-Covid pour atteindre des niveaux de structuration qui étaient ceux de prétendre à évoluer dans des divisions comme jusqu'à l'année dernière, on va dire, avec un minimum de standards et puis d'objectifs, et que d'un seul coup, en fait, tu remélanges un peu tout ça face à des clubs qui n'étaient même pas en championnat régional à 9 l'année dernière. Alors ça va être une saison, je sais pas c'est quoi l'objectif, je sais pas en fait, moi je me demande s'il n'y a pas un objectif de purge de la fédé derrière. Hein. Non, je peux te répondre sur ça? Ouais, vas-y. Bah en fait, je pense que l'objectif pour avoir coaché en Détroit l'an dernier, le problème c'est le nombre de gens en Détroit qui ont fini par faire forfait à chaque match. Ouais. J'étais dans une poule où on était à 2 doigts d'être champion sans avoir gagné un seul match. À 2 doigts, hein, vraiment. Ouais. Donc c'est un peu facile, tu vois, c'était un peu l'idée que les mecs multiplient plus de matchs. Mais je suis d'accord sur le fait que là, on va avoir une très grande disparité de niveau. Il y a des poules où on va avoir des équipes limite des deux, et d'autres qui sont là, on va dire, pour s'amuser, quoi. Bah, c'est un peu ça. Il y a un peu ce mélange qui se crée, qui est un peu dommage. Après, moi, la multiplication des matchs, c'est compliqué. Et moi, c'est vrai que ce côté aussi, jouer à 9 ou à 11 en fonction de ton adversaire, c'est très chiant. Ça, c'est vrai. Après, voilà, je pense qu'effectivement, redensifier la Détroit, des problèmes de forfait, etc., c'était une bonne chose. Je pense que la problématique, elle a été d'accepter en fait ce mélange de jeux à 9 et à 11. C'est-à-dire que tu prenais la Détroit, tu faisais monter des équipes pour redensifier la D2, et après, tu prenais tous les régionales à 11 et tu faisais une Détroit / régionale à 11 sous ce format-là.
ok, il y a une cohérence, tu restes quand même sur un système de jeu, un cahier de jeu. Tous les gens qui disent passer du 9 au 11, c'est pareil, les gars, non. Rien que le rapport sur la ligne, il est inversé. Les schémas de bloc, ça n'a rien à voir. Les techniques n'ont rien à voir. C'est-à-dire que quoi, il y a des matchs, on a le rocket block, il y a des matchs, on n'a pas le rocket block. Enfin, c'est un exemple parmi plein d'autres choses. Mais voilà, la largeur sur le terrain, les couvertures, enfin, il y a tout qui change. Et en fait, c'est le rugby à 15 et le rugby à 13, c'est deux sports différents. Tu passes pas d'un match à l'autre toutes les 2 semaines. Voilà, moi je pense que l'erreur elle est là. Là, nous, on est effectivement dans ce cas-là, on est groupe poisson dans une petite mare, dans notre pool. On a un effectif, on a joué à 11 la saison dernière, on se préparait à une montée en D3, on va dire traditionnelle, et on se retrouve contre des équipes qui, en off, n'étaient pas forcément capables de s'inscrire à 9 il y a encore quelques semaines. Après voilà, ça reste du foot. C'est aussi le piège pour nous d'être une équipe de foot à 11 et de devoir d'un seul coup se réadapter à des matchs à 9 tout en gardant un objectif à 11. Donc c'est quand même une schizophrénie mentale et pour les coachs et pour les joueurs qui est contraignante, qui est très contraignante. C'est même handicapant, j'ai envie de dire, pour les clubs qui veulent jouer à 11. Il n'y a presque en fait pas d'intérêt de se positionner à 11 dans certaines poules. La nôtre par exemple. Tu te disais tant pis, on est 40 mais on va jouer à 9. Parce qu'en fait, sinon, on va se faire chier toute la saison à passer du coq à l'âne et on va tout complexifier tout le temps, quoi. Après, Baptiste, typiquement, toi, ta poule, si tu voulais jouer une D3 classique, il fallait que tu descendes quoi en Rhône-Alpes? C'est trop loin, il n'y a personne autour de toi. Soit Rhône-Alpes, soit Grand Est. Mais tu vois, typiquement, l'année dernière, on en revient à la question du début. Pourquoi l'année dernière on jouait en championnat Grand Est et puis en championnat BFC régional, c'était pour jouer à 11. Donc déjà l'an dernier en fait, nous on avait préparé cette montée avant le changement de championnat en se disant ok, l'année dernière en termes de contraintes, que ce soit déplacement budgétaire, organisationnel, c'est comme une poule de D3. C'est-à-dire que tu tapes des déplacements de 200, 300, 400 km. Tu vas affronter des clubs qui ont tous un passé en D3 ou en D2 quasiment. Et tu joues à 11, tu vas jouer à 11. Et donc, tu es obligé de te structurer, que ce soit sportivement, administrativement, financièrement, pour te préparer à ça. Et tu fais la saison complète et tu te prépares à ça et tu mets les moyens pour le faire. Et oui, alors c'est contraignant. Oui, c'est beaucoup de travail. Oui, c'est de l'investissement. Mais en fait, quand tu le fais et que derrière, en fait, tu arrives et que tu as mis tout ça en place, nous, on était prêts en fait à se taper 3 heures de bus pour aller déjouer des matchs de 3 en fait. On a et les finances pour, et les joueurs, et les partenaires, et la structure de club. Donc c'est là que nous, t'arrives et tu fais en fait c'est presque un peu tout ça pour ça. Et en plus pour devoir te taper cette histoire de jouer à 9, jouer à 11, etc. Enfin, en fait, t'as une impression d'énergie et d'investissement et de tout ça, quoi. De ta vie, t'es quand même bénévole, hein. Je veux dire, nous, on a la première personne salariée de l'histoire du club aujourd'hui, puisqu'on a notre premier service civique qui a été validé aujourd'hui, depuis ce matin. Donc voilà, dans l'histoire du club. Mais c'est un investissement où tu te dis, en fait, on a fait tout ça pour se retrouver au même niveau que les gars, en fait, qui jouent au foot pour se faire plaisir et qui s'investissent, enfin, qui n'ont pas ces objectifs-là et qui mettent pas cette structuration et ces moyens en place pour ça. Donc voilà. Ils font ça pour se faire plaisir, mais ils ont un site qui marche quand même. Ça n'a pas changé, je l'ai dit. En attendant, allez sur Instagram, c'est mieux, ça fonctionne. Voilà. C'est dommage que tu sois réticent. C'est dommage que tu sois réticent à jouer contre les champions de Chalon. Moi, je comprends pas pourquoi. Parce qu'on les connaît bien aussi. Hein. Je pense que même eux sont réticents à jouer contre nous. Mais bon, voilà, c'est. On se calme, je salue la famille à Givry. Calmez-vous avec Chalon. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre veut parler de la FFFA? Sachant que j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui, un ancien coéquipier à moi a dit qu'il participerait à une de nos prochaines émissions. Alors pas aujourd'hui parce que c'est Halloween qu'il était pris, mais Steve Garçon sera parmi nous dans quelques semaines normalement. Oui, mon vieux. Moi, j'ai envie de dire, on est bien content d'être en D2 cette année. Voilà. Scooby, t'es prêt pour ta saison de D2 alors comment ça se passe Ah ouais, on en est là, on fait les interviews comme ça. Ah, écoute, on était en meeting hier, on se prépare, il n'y a pas de miracle. Premier match contre les champions en titre. Hein. Donc, t'es dans quelle équipe cette année là? Les Gaunes, toujours à Lyon.
D'accord, mais là, tu t'en vas de Lyon, là, techniquement, là. Tu cours, là. Non, il est en train de s'enfuir, là. Bah, là, oui, je suis en train de partir, mais je t'expliquerai ma cavale, la suite, plus tard. Ah, il est en Rhône-Alpes, c'est derrière lui, on le voit. C'est écrit, mais il fuit la peur d'aller jouer contre les Centaures, j'ai bien compris. Scooby, quand tu te caches, te mets pas devant des panneaux qui disent où t'es. J'ai la cavale en Franche-Comté, je jouerai contre les Centurions comme ça. Ah, c'est la cavale c'est les bronzés en cavale. Non, moi, j'ai affronté les autres Centurions du Sud, ils sont un peu costauds. C'est pas les mêmes. Pas les mêmes, non. Bref, ok. Allez, second match de la soirée, puisqu'il faut bien. Ah non, oui, puisqu'il faut bien avancer. Ah bah tiens, ça tombe bien. Les Texans aux Jets, Scooby. Merde. Ouais, Texans Jets. Bon, vous savez, moi, je suis pas partial, j'ai voté Jets comme d'hab. Mais vous fiez pas à mon vote, hein. Je suis pas partial. D'accord. Là, c'est un peu chiant parce que, honnêtement, je vais parler en tant que fan 2 minutes, mais je pense que depuis 15 ans que je suis fan, c'est la pire saison des Jets que j'ai jamais vue. Parce que c'est une chose d'être c'est une chose d'être mauvais, d'être pas bon. Quand tu as l'effectif qui va avec, hein, quand tu n'as jamais été très bon, n'as jamais eu de très bons joueurs. Tu ne devrais pas parler comme ça des Gones de Lyon. Ouais, ta gueule. Quand tu n'as pas l'effectif qui va avec, quand tu n'as pas les joueurs, c'est pas si grave. Là, la première année où les gens se disaient les Jets sont bons, sur le papier, le roster, il est bien. Devante, Garrett, Lazare, la ligne offensive, Tyrod Smith, John Simpson, etc. Brissol, Brennan Allen, et en défense, Quinn Williams. Bref, je ne vais pas lister tout le monde. Mais sur le papier, les Jets sont un très bon roster, un des meilleurs de la NFL. Beaucoup les voyaient favoris même de l'AFC ou à minimum de l'AFC Est. Et fort de constater que ça ne marche pas. Et moi, j'ai l'impression que c'est une philosophie globale, c'est l'équipe là qui ne marche pas. Je vois Aaron Rodgers en train de râler. J'ai l'impression qu'il passe plus son temps à regarder où est Devante ou Garrett que vraiment essayer de jouer. Le jeu au sol n'est pas du tout établi. En défense, le run-stop, bon, il était déjà un peu bancal, mais là, c'est encore pire que l'an dernier. Et la défense et la passe, je trouve ça pas aussi exaltant que d'habitude. Donc il y a tout qui ne marche pas bien. Et c'est la première année où je me dis merde, d'habitude on n'est pas bon parce qu'on n'a pas les bons joueurs, bon, pas de miracle. Mais là je me dis merde, on n'est pas bon et on n'a pas alors qu'on a des joueurs qui sont plus que corrects. Donc c'est là où c'est un peu décevant. Vraiment décevant, mais sinon pour parler du match en lui-même, ça peut toujours être exaltant. Et les Jets, s'ils jouent correctement, je veux dire, ils ont joué contre les Bills, un des favoris de la FC Est, ils ont fait un match très correct, ils auraient pu remporter le match. Ils sont capables de jouer. Et enfin, ces Texans, pareil, c'est un peu mitigé. L'année dernière, les Jets ont créé la surprise en mettant une raclée aux Texans, justement. Et Stroud, la semaine dernière, n'a pas fait un très très bon match. Donc c'est assez relatif, il y a pas de, je me dis pas que les Jets vont forcément perdre, mais c'est vrai que les Texans, ils sont sur une bonne dynamique. Alors bon, ils ont perdu Dix pour la saison, mais voilà, donc c'est assez compliqué là. Quand tu vois que les Jets ont perdu contre les Patriots, qui ont battu presque personne, tu te poses des questions sur est-ce qu'ils sont vraiment capables de battre les Texans, même s'ils ont les armes pour. Voilà. Ouais, c'est un peu dur. C'est la première fois que Scooby est dur avec ses Jets. Ouais, moi, je trouve qu'il est un peu dur, mais moi, je trouve que les Jets ont quand même une belle équipe. Rodgers a toujours sa vista. Alors, c'est vrai que tout le monde attendait, il y a Devante Adams qui est arrivé la semaine dernière, et tout le monde attendait un gros match. Bon, il faut quand même du temps au temps. Je pense qu'il y a 2 problèmes aux Jets. Un, c'est la O-line qui ne tient pas la route. Je pense que le pauvre Rodgers, je crois qu'il est le premier en pression, à subir une pression de la D-line adverse, si je ne me trompe pas. Là, Houston arrive avec eux, ils ont 27 sacs, ils sont 3e. Donc, je pense qu'il va encore souffrir, le pauvre Rodgers. Mais ceci dit, Houston est sans Diggs. Bon, ils ont Dell et Schultz en niveau receveur, enfin Schultz et tight end, mais je pense que la clé du match, ça va être là. Plus il y a Nixon qui va jouer contre les linebackers. Et les linebackers des Jets sont pas si mauvais, hein. Ils sont quand même 6e
contre le rush. Il laisse 4,1 yards par course. Donc, ce qui, pour moi, les anciens, ça paraît énorme, mais aujourd'hui, c'est les standards bas. Donc, non, je pense que les Jets, on ne sait jamais, ils peuvent sortir. Ils sont toujours imprévisibles. Mais je pense que le gros problème des Jets, il est au niveau coaching. C'est le coaching. Et le fait d'avoir viré Saleh va laisser des traces pendant longtemps. Je ne suis pas sûr que Ulbrich, moi je ne le connais pas très bien, Ulbrich, mais Hackett non plus, ce n'est pas le super coordinateur offensif qu'on connaît. Enfin, Olivier peut en parler mieux parce qu'il est passé à Buffalo. Mais voilà, je pense que... Après, j'ai un quiz. C'est quoi la série? Qui mène la série entre New York Jets et Houston? Bah, je crois que c'est les Jets. Moi, je me rappelle d'une défaite des Jets. Une défaite des Jets en 2015. Une victoire des Jets sur le fil en 2011. Une victoire, là, je dirais les Jets, comme ça. Ouais, c'est les Jets 7-3. Ils ne sont pas rencontrés souvent. Ouais, c'est pas des adversaires récurrents. C'est vraiment occasionnel. Donc, Et c'est le match de ce soir. Merci beaucoup. Baptiste, est-ce que tu veux dire un mot? Ouais, non, c'est un peu pour moi, pour les Jets, c'est un peu la dernière chance. Voilà, s'il y a un match où il y a une opportunité d'un seul coup renverser la vapeur ou en tout cas faire quelque chose, c'est celui-là. Face à une équipe qui est censée être au ranking en tout cas largement meilleur et de redonner un peu d'énergie en fait à la franchise. J'ai peur qu'après, sinon, voilà, comme disait Scooby, malgré toutes les armes qu'ils sont censés avoir, vu le début de saison, ils s'enfoncent pour la fin et qu'il n'y ait plus d'espoir, quoi. Et du coup, quand tu n'as plus d'objectif et que tu sais que tu vises plus rien, c'est compliqué, quoi. Ok, voilà, je suis en train de demander à Olivier s'il peut se reconnecter, parce qu'on, même si on l'entend très bien, on ne le voit pas du tout. Non, moi, je le vois. Hein, moi, je le vois. Hein. Vous, oui, mais à la vidéo, moi, non. Mais vous, c'est bien. C'est le micro de Baptiste qui fait un bruit d'Halloween. Oui, il fait des blops bizarres. Ouais. Mais c'est très régulier, donc c'est très, tu vois, ça... Non, c'est pas toi, Scooby, qui doit te déconnecter, c'est Olivier. Oh. C'est pas facile. Je vais passer le check pour les billets et je reviens. Il a la sécurité, tu sais. Il a dit quoi? Il passe sous le tourniquet, il revient. Ouais, voilà, ouais. Putain, travailler avec des gitans, je te jure. Quelle histoire. Le troisième match de la soirée, on bascule du côté NFC et avec donc les Bears aux Cardinals. Ah, bah voilà, Olivier, il est là maintenant. Ouais. Des Bears aux Cardinals. Il est là pour tout le monde. Je sais qu'il est là pour vous. FMB, tu veux attaquer celui-là? Ouais, bien sûr. Alors, Chicago, Arizona. Alors, on parlait du flag. Il paraît que Kyle Murray veut jouer dans l'équipe de Corée. Vous savez ça? Ouais, non. Bon. Ouais, parce qu'il est un quart coréen. Ouais, il est un quart grand-père. Ouais. Voilà. Ah, t'imagines comment quand tu passes de la NFL à la Corée. Mais bon, pour revenir à Kyler Murray, quand même, je trouve qu'il est là, il est en forme cette année. Moi, il m'impressionne quand même parce que il évite pas mal de jeux pourris et je pense que là, il devrait gagner malgré la défense de Chicago qui est assez bonne.
La clé, ça va être, je pense que les DB, enfin les receveurs, Harrison Junior, qui progresse de plus en plus. Là, contre Miami, il a sorti un grand match, mais bon, Miami étant chez Clip, comme vous le savez. Mais avec Wilson et McBride, le tight end, ils font du bon boulot. Il a pris 0 sac contre Miami, mais bon, normalement, mes Dolphins sont meilleurs que ça, mais bon. Chicago, par contre, lui de son côté, ils arrivent avec 20 sacs dans la besace, donc ça va être intéressant de voir le match D-line contre Murray. Ce qui me plaît aussi à Arizona, c'est le running Connor, je trouve vraiment bon. Mais face à une défense de Chicago qui permet 5,3 yards à la course, bon voilà quoi. Après, est-ce que Caleb, il progresse aussi, mais c'est pas encore le grand passeur qu'on attend dans la NFL. Il a fait que 130 yards, bon, face à une très bonne défense de Washington, mais bon, voilà. Sinon, après, le quiz, la série, qui mène en série entre les Cardinals et les Bears. Ah, c'est une vieille série, ça, pour le coup. Ouais, ils ont dû s'affronter 3 fois. Ah ouais, Tu rigoles? Ils ont dû se rencontrer, je sais pas, peut-être 150 fois, et ça doit être les Bears qui doivent être je devant. sais pas, j'aurais dit les Bears comme ça. Ouais, les Bears. Les Bears, 60-29 et 6 matchs nuls. Ok. 6 matchs nuls. Voilà. Baptiste, tu veux nous parler un peu de ce match, Bears Cardinals? Bah écoute, moi oui, effectivement, parce que je suis un peu biaisé, comme tu peux le voir. Même si celui-là, c'est mon costume d'Halloween, parce que c'est pour me faire peur, tu vois, c'est Cutler. J'ai Cutler. Ouais, Après, je peux faire pire, j'ai Grossman aussi dans un placard. Voilà, si jamais celui-là fait pas assez flipper. Mais ouais, alors moi, je suis un peu le cul entre deux chaises parce que sur le papier, je dirais quand même que les Cardinals avec Murray, effectivement, pour moi, ont quand même un avantage à voir face à la défense et notamment à la pression exercée par la D-line des Bears. Après, les Bears étaient sur une bonne lancée. Ils sont sur une saison, entre guillemets, ils ont rien à perdre, tout à gagner. Ils ont perdu très très short la semaine dernière contre les Commanders et il y a un peu ce côté peut-être revanche, peut-être une envie de bien le faire, donc moi je m'attends à un truc assez sympa à voir en tout cas et un match bien disputé. Je mettrais quand même avantage Cardinals sur l'efficacité, voilà, je m'attends à plus de régularité de la part des Cardinals que des Bears, mais en même temps il peut y avoir une surprise, voilà. Et c'est la vie d'être un supporter des Bears, t'as des fois des belles surprises et t'as beaucoup d'horreur, très souvent, voilà. Scooby? Ouais, alors si tu voulais vraiment faire peur, Baptiste, tu pouvais prendre un costume de Caleb Annie. Ça faisait peur. Ouais, mais celui-là, je suis même pas sûr que tu le trouves. Non, mais moi, c'est un match qui peut être intéressant. Moi, j'ai toujours dit, je suis un grand fan, on parlait de coaching, mais de ce que fait Jeten Gannon, le head coach de Arizona. Je trouve qu'il m'a toujours impressionné à faire des choses correctes, à faire les choses bien. Même l'an dernier, où l'équipe d'Arizona était très faible, il jouait franchement un foot très correct. Chicago, je suis un peu mitigé. C'est vrai qu'on avait beaucoup d'attentes, un gros renforcement en attaque avec DJ Moore, bon déjà l'an dernier, mais Keenan Allen, Odunze, maintenant on a Colkmet aussi qui est là, on a une belle escouade, DeAndre Swift, finalement fantasy, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus de temps, c'est un peu plus compliqué. Caleb va pas venir et faire 5 milliards dès la première ou deuxième saison, en fait faire une saison extraordinaire. Ils sont quand même encore positifs, donc ça nous montre qu'ils sont capables de gagner, de faire des choses. Ils ont une défense qui est bien meilleure avec Montez Sweat qui est venu. Enfin, de manière générale, la défense a plutôt bien progressé. Mais je trouve qu'Arizona est plus complet, plus solide. Leurs fiches ne reflètent pas forcément leur niveau. Je trouve qu'ils pourraient qu'ils montrent quand même de très belles choses cette saison. Donc, je suis un peu plus friand d'Arizona que de Chicago pour ce match-là. Ok, merci Scooby. Olivier? Écoute, je pense que tout a été un peu prédit. Moi, ce qui va faire la différence, je pense, c'est peut-être la dynamique, parce que pour les Bears, se remettre de cette Hail Mary assassine, je pense qu'ils ont pris un bon coup derrière la tête là. Alors qu'à l'inverse, les Cardinals ont fait un super retour contre Miami, donc ils sont
ils sont peut-être encore dans une meilleure dynamique. Donc peut-être les Cardinals sur la partie morale, on va dire. Mais c'est deux équipes qui sont assez proches et qui sont assez intéressantes, même si l'attaque de Chicago est quand même encore assez poussive. Mais du côté des Cardinals, j'aime bien ce qu'ils font, effectivement. Oh, mais ils l'ont cherché, hein, les Raiders. Sur la Emery, sans déconner. Avant de... coupe ton micro, Scooby. Avant de passer au quiz d'Olivier Rival, je tenais à vous annoncer que nous avons d'ores et déjà 3 des 4 matchs de la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, nous parlerons des Giants à Carolina, de Denver à Kansas City et de Tennessee aux Chargers. Voilà. Ah bon ? Est-ce que vous savez pourquoi ? Parce qu'on arrive à la 10e semaine et quand on vous laisse choisir les matchs, les pauvres Giants, Carolina, Denver et Tennessee, vous n'en avez pas parlé une seule fois. Voilà. La seule équipe pour ça aussi. Hein. Voilà, donc vous êtes punis. Il n'y a qu'une seule équipe dont on n'aura jamais parlé et puis c'est tout. Bref, voilà. Et le 4e match sera déterminé par le vainqueur du quiz d'Olivier Rival ce soir. Parce que sinon, c'est pas drôle. Bon, écoute, Baptiste, tu vas jouer avec nous. Je propose qu'il joue pour... Bon, Rémi, il est quand même loin devant, le bâtard. Donc, je propose qu'il joue pour Greg. Voilà, c'est bien. D'accord, très bien. Voilà, je vous rappelle le classement. Rémi vous défonce tous avec 277 points. Moi, j'ai un mois d'absence, là. Et ça, c'est de la faute de Rémi, peut-être ? Ouais. C'est un quiz pour toi, là. C'est un quiz d'ancien ce soir. Et je te rappelle que pour ceux qui organisent les quiz, il y a 50 points. Donc là, Olivier, tu vois, il talonne Rémi parce qu'il prend 50 points ce soir à 245 points. FMB, 115 points. Greg, qui est venu que 2 fois, il est quand même à 67 points. Et Scooby à 57 points. Et moi, j'ai 15 points, je ne sais même pas pourquoi. Bref. J'ai des points pour avoir deviné Robert Saleh être viré en premier. Ouais. Comment ? J'ai pas eu des points pour Robert Saleh qui s'était viré ? Non. Mais non, c'était pas toi, ça. C'était qui ? T'avais fait qui, toi ? Non, mais je l'ai dit aussi, moi. Il était là, j'étais là et c'est vrai que il l'avait dit aussi. Moi et Scooby l'avions dit le même jour. Attends, je reprends. Non, mais là, tout à l'heure, on a discuté. C'est les pattes c'est le QB des pattes qui est sorti en premier. Oui, mais là, on parle du coach. On parle du coach. On a fait les coachs aussi. Eh oui, on a fait les coachs. Attends. Oh putain, la vache. Excusez-nous, on fait la petite popote. Les coachs. Eh ben si, c'est là. C'est bien la seule raison pour laquelle tu as 50 points, Scooby. Mais j'ai organisé un quiz aussi. Ah bon ? Ouais, tu veux 50 points ? Ça te ferait plaisir ? Allez, donne-lui 50 points. Allez, on va donner 50 points à Scooby. Il n'y a pas de raison, c'est Halloween, il faut faire plaisir aux enfants. Olivier, je te laisse organiser ton quiz. Alors, c'est un quiz, donc cette semaine, j'ai préparé un quiz spécial stade. On va parler des différents stades NFL. Alors, première question. Quels sont les 2 stades qui n'ont accueilli que des Super Bowls et aucun match de saison régulière ? Le Coliseum à Los Angeles. Non. Le Rose Bowl. Le Rose Bowl, oui. Le Rose Bowl, ouais. Le Rose Bowl. Et un deuxième Deuxième, c'est le Super Bowl de numéro 19. Le Big House de Michigan. Non. Le Holophane Stadium à Canton. Non plus. Non. 19, j'avais 20 ans. Super Bowl 19. Personne là. J'avais un temps. Attends. Triche pas, FMB. Hein. Ah non, je triche pas. Bah regarde, comme les yeux. Attends, j'avais 20 ans. Le Cotton Bowl Stadium. Non, putain, c'est des Dallas Cowboys, ça. Non plus. C'est pas un stade de baseball. Le Texas, le Yankee Stadium. Non plus. Pas de Super Bowl dans ces stades-là. Non. Le Dodger Stadium. Le Tokyo Dome. Le Stanford Stadium. Le Stanford Stadium, le Super Bowl 19 en 1985. Qui a eu la bonne réponse pour le Rose Bowl ? Le Rose Bowl, c'était Baptiste. Génial, donc Greg marque 10 points et se rapproche donc de Scooby. Alors, deuxième question. Quel stade a accueilli le Super Bowl plusieurs saisons
après avoir été le stade d'une équipe NFL. C'est-à-dire que il a été une équipe, il a été un stade d'équipe NFL, il l'était plus, mais il a accueilli le Super Bowl. Houston. Oui, le Rice Stadium de Houston. Bravo. Super Bowl. Quoi Qu'est-ce qu'il y a Quoi Bah oui, j'en sais des choses aussi. C'était le stade des Oilers en 65, 66, 67. Ça a fermé pour laisser la place à l'Astrodome, mais ils ont accueilli le Super Bowl en 1974 au Rice Stadium de Houston, effectivement. Et pour l'anecdote, c'est le seul stade que j'ai vu un match NFL, c'était le Energy Stadium de Houston. J'ai vu Bills contre Texans avec Peterman qui lance un pick 6 à la dernière seconde. Ah, magnifique, Peterman, magnifique. Troisième question. Quel stade acheva sa dernière saison comme stade d'une équipe NFL en accueillant le Super Bowl? Les Chargers. Non, Miami. Le stade des Chargers. Non. Le Orange Bowl. Le Orange Bowl. Non, le Rose Bowl. L'Orange Bowl. Le Cotton Bowl à Dallas. Non plus. Ah, le Midland des Jets, la Giants. Non. C'est le Tennessee Park. Non, on parle de 1975. Le Super Bowl 9. Personne là. Non. Super Bowl 9. Si, les Vikings là. Non. Ouais, mais quelle équipe a changé son stade cette année-là? On parle donc du Tulane Stadium à la Nouvelle-Orléans. C'était donc le dernier match où les Saints, du stade des Saints avant que les Saints déménagent au Superdome. Et je salue et j'en profite pour faire un coucou à Albert Williams. Voilà. Alors, question suivante. Où a eu lieu le premier match d'une équipe NFL à l'étranger? Je sais, c'est Göteborg en Suède. Non. Mexique ou Canada, c'est obligé. À Montréal. Non, mais tu te rapproches là, Rico. Toronto. Non, Québec. on n'est pas loin. Ottawa. Bravo, Fenway, Ottawa. Au Lansdowne Park d'Ottawa en 1950. Ouais. C'était les Giants qui rencontraient les Ottawa Raiders parce qu'il y a eu 6 matchs entre des équipes CFL et NFL entre 1950 et 1961. Ouais, exact. Et ils jouaient avec des règles hybrides entre le foot canadien et le foot américain. Ah, c'est la D3 FFA. Donc les Giants avaient gagné à Ottawa 27-6. Ouais. Alors, question suivante. Donc les points sont pour on me dit que la FFA envisage de faire du flag à 9. On édite une mi-temps sur 2. Les points étaient pour FMB sur celle-là. Question suivante. Où a eu lieu le seul match où une franchise NFL actuelle a perdu un match contre une équipe d'une ligue étrangère? De quoi la question? Le seul match où une franchise NFL actuelle a perdu un match contre une équipe d'une ligue étrangère. C'est déjà arrivé ça? C'est arrivé une seule fois. C'est arrivé une seule fois. Au Canada contre une équipe CFL. Non, c'est le CFL, mais c'était au Canada contre aux États-Unis. Saskatchewan. Non. C'est les Argonauts de Toronto contre. Non plus. C'était en 1961. Bon, ça y est. À Montréal. À Montréal. L'équipe qui a perdu le match, c'est les Bills. Oui, mais c'est les Bills contre. C'est Toronto alors. Non. Québec. Non plus. British Columbia. Non plus. Les Lions. Calgary, Alberta. Non. C'était un derby. C'est Ottawa. Toronto, c'est juste un Toronto, vous êtes nuls, les gars. Mais si tu me dis c'est un derby, c'est Toronto normalement. Eh non, c'était les Ticats d'Hamilton. 38-21 pour les Ticats. Et voilà. Pas de points, les gars. La honte quand même. Je m'en pour vous. Pour vous et vos familles. Alors, la question suivante, c'est où eut lieu le premier match NFL exhibition hors Amérique du Nord? Je te dis, c'était au Mexique. À Mexique. Non, c'est à Göteborg. Non, Amérique du Nord. Au Japon, Amérique du Nord, ouais. Au Japon, Tokyo Dome. Ouais, au Japon, exactement. Exactement. Je sais pas qui c'est qui l'a donné en premier. Et Rico. Non, c'est toi. Non, c'est pas moi. Je crois. Après avec le délai. Ouais, c'est le Japon. Japon, c'était en 1976 à Tokyo. Donc c'est qui? Personne veut le point? C'est Baptiste. Ouais, je le donne à Greg. Donne à Baptiste. Donc c'était les Cardinals et Saint-Louis qui ont battu les Chargers en 1976 à Tokyo. Ouais.
Alors, question suivante. Où eut lieu le premier match NFL de saison régulière en dehors des États-Unis? Londres. Non. Le Mexique, On a c'est Mexique. Stuttgart. Mexique, oui, c'est ça, FMB. Mexique. Le stade Aztec de Mexico en 2005, Ouais. où les Cards ont battu les 49ers. Ouais. Donc les Cards ont gagné à la fois le premier match de NFL de saison régulière en dehors des États-Unis et le premier match d'exhibition en dehors d'Amérique du Nord. Donc voilà, les Cards ont gagné ces deux matchs-là. Le Mexique est en Amérique du Nord. Ouais. Oui, mais ils ont gagné le premier match de saison régulière en dehors des US. Mais Oui, avec Trump, bientôt, c'est plus l'Amérique du Nord. Alors, question suivante. Quel stade en dehors des États-Unis et de Londres a accueilli le plus de matchs NFL de saison régulière? Alors, Londres. des États-Unis. Tottenham. Toronto, Wembley, oui, bravo Wembley. Baptiste, Ah, Toronto. merde. Toronto avec les 6 En matchs dehors de des Londres, Bills. les gars, à Tottenham. les gars, vraiment, vous êtes en train de vous faire moucher par l'invité, moi, c'est honteux un peu, quoi. À Toronto, donc il y a eu 6 Ah, matchs mais des c'est un Bills, coup parce qu'il y en avait monté. un par an entre 2008 et 2013. Rico, c'est un les- coup monté, ça. Ouais, mais Entre c'est pas moi. Olivier et son invité. Et le deuxième- Partez du principe qu'Olivier est fan des Bills. Voilà. Ah oui, voilà. Donc il y avait 6 matchs des Bills donc à Toronto, c'est donc le premier, et en dehors des États-Unis et de Londres, et le deuxième en dehors des États-Unis et de Londres, c'est le Stade Aztec de Mexico, Mexico, ouais. où il y a eu 5 matchs. Ouais. Alors dernière question bonus. Alors attention, hein, celle-ci elle est un petit peu compliquée, on verra qui c'est qui répond le mieux. Donc c'est une question un peu de géographie, un peu de NFL. Donc vous imaginez que vous descendez l'Ohio, puis le Mississippi jusqu'à la mer. Ouais. D'accord? Quel stade NFL actuel ou du passé voyez-vous? Oh. Alors, on descend où en Ohio? Ah bah à partir de l'Ohio. Ah bah les Bengals. Kansas. Ouais. Les Bengals. Ouais. Kansas. Tu vois, t'as Saint-Louis avant? Non. Non, c'est Non, Kansas. c'est le Missouri, c'est pas le Mississippi. Les Browns. Les Non, Browns. c'est Kansas. c'est Non, Kansas. pas les Browns, non. Ils sont pas au bord de l'Ohio, les Browns. Ah, les Chiefs. Pas dans l'Ohio. Ils sont pas au bord de l'Ohio. Oh. C'est au Attends. bord du lac. C'est pas pareil. pas les Chiefs. Les Saints. Oui, les Saints, tu termines par les Saints. Bon, t'as le début et la fin. C'est bien. Scooby, Mais ça c'est me pas mal. ça me fait un plan. Bah, non, est-ce que tu. Attends, l'Ohio c'est là, Indiana, l'Ohio, Choke. Alors, attention, parce qu'il y a des stades qui n'ont pas toujours été des stades NFL. Est-ce que tu passes par. Attends, j'ai un doute. San Antonio. Non. Non, San Antonio, non, pas vraiment. Pas du tout. Les Spurs, tu vois. Nashville, Tennessee. Non, 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 mais par contre, de cette franchise, il y a eu des matchs qui ont eu lieu. Houston. Bah non. Non, pas à Houston. Bah, dans le Kentucky. Non plus. Ah, mais attends, Pas loin, t'as Tennessee, C'est Kentucky. par là-bas, là, on fait du bourbon là. Mais Kentucky. Non plus. Mais non, Non c'est plus. pas- Vous êtes pas très bons, les gars. Hein. Non. En Ouais, West tu Virginia. traverses Tu traverses le Tennessee, le Kentucky, le Mississippi et tu finis dans le Louisiane. Ouais, mais je veux dire au bord des rivières, hein, de l'Ohio jusqu'au Mississippi. Ah, bah, Voilà. t'es bourré alors. Je vais déjà vous citer ceux qui ont disparu. Ceux qui ont Ok. disparu. Ouais, Il y a 2 stades à Pittsburgh qui sont Forbes Field et le Three Rivers Stadium. Non, mais attends. Il y a le attends, deux Riverfront secondes, deux Stadium secondes. de Cincinnati. Mississippi, tu vas en Pennsylvanie. Et il y a le Tulane Stadium de la Nouvelle-Orléans. Donc ça, c'est 4 stades qui ont disparu Non, mais et qui étaient au bord de la rivière. est-ce qu'on m'entend ou pas? Oui. Ouais. Mais celui à Pittsburgh. Qu'est-ce que tu fous à Pittsburgh en descendant de l'Ohio pour aller en Non, mais Chine? tu suis le fleuve. Tu suis le Pittsburgh est fleuve. sur l'Ohio, Scooby. Bah, C'est l'Ohio, à partir à de l'ouest Pittsburgh de- c'est à partir de Pittsburgh que la rivière s'appelle l'Ohio. C'est pour ça que le stade s'appelait Three Rivers. River Stadium. Parce que en fait, à partir du moment où il passait devant Three Rivers, la rivière prend le nom de Ouais, Ohio. si tu réfléchis comme ça, Charlotte C'est pour parce que lui, les c'est Carolina bon, c'est Panthers. Bah non, c'est pas l'Ohio là-bas. Hein. Ouais, bah. Je sais, non, mais attends, tu m'as dit, tu descends de l'Ohio jusqu'au sud, c'est ça? Ouais. Il suit On la se prépare rivière, pas, on se prépare la l'Ohio rivière, jusqu'au ouais. Mississippi. Donc tu as donc les 2 stades de Pittsburgh, celui de Cincinnati, celui Ah, de le Tulane. fleuve! Attends, le fleuve, oui, ou le fleuve. Ah oui, là. Mais j'ai compris les 4 Mississippi, putain! Ah mais non.
Alors après, dans les stades actuels, donc il y a celui des Steelers, Hansfield, il y a celui des Bengals. Il y a aussi le Tiger Stadium de Baton Rouge où il y a eu des matchs des Saints. Ah oui. Et il y a le Superdome. Et ensuite, on peut aussi citer le Pitt Stadium de Pittsburgh où les Steelers ont joué de 58 à 69, le stade de l'université de Pittsburgh. Et il y a aussi le Liberty Bowl de Memphis où ont joué les Titans en 1997. La première année des Titans, ils ont joué à Memphis et pas à Nashville. Pas à Nashville, c'est ça. Voilà. Franchement, ça fait. Donc là, on va donner 10 points à Scooby parce qu'il nous a quand même donné Cincinnati. Ok. T'es sûr, hein? Moi, c'est toujours le même qui bloque. Bon, attendez, à ton combienième moyen de transport, Scooby? C'est le dernier, là. Oui, voilà. C'est le dernier, c'est tout bougé. C'est bon, Olivier? Ouais. Ok. Merci beaucoup à toi, Olivier. Le classement. Ah si, Scooby est passé devant Greg. Génial. Voilà. Le dernier match de la soirée, messieurs, il s'agit des Cardinals. Non, des Rams. Ah non, non, je regardais mes petits casques, je lisais pas dans le bon sens. Des Rams aux Seahawks. Allez, Baptiste, je te laisse ouvrir quand même. Moi, je parierais sur les Rams parce que c'est un peu comme on disait, ces équipes qui ont mis du temps à démarrer. Mais quand tu vois le match de la semaine dernière, voilà, tu peux juste, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, ça reste sur le papier un match qui est assez serré. En plus, c'est des équipes qui sont, il y a des rivalités, il y a tout ce que tu veux. Mais je serais plus sur la montée en puissance des Rams que sur une performance des Seahawks sur ce match. Ok. J'en avais acheté 1 km cette année. Scooby, je pense que ça. Ouais, moi je suis assez d'accord avec Baptiste parce que la montée en puissance des Rams, elle a l'air très intéressante. Ils avaient beaucoup de plaisir. Oh non, je suis pas mute, on m'entend ou pas? Si, c'est bon. On t'entend. Non, elle est très intéressante avec le retour de Puka et de Cooper Cup. Je pense que là, ils vont reprendre des couleurs, ils vont réussir à... C'est vrai qu'ironiquement, ils sont comme derniers de leur division, ils sont en 3-4 et tout le reste à 4-4. Mais les Seattle, c'est un peu fragile, c'est un peu incertain. Pardon pour le bruit. Même si j'ai un certain affect pour Geno Smith, je pense pas que ce soit très solide. Le jeu au sol de Seattle est inexistant. Vraiment, c'est vraiment le purgatoire à ce niveau-là. Je trouve que Rams sont plus solides et Sean McVay trouve toujours des très très bonnes solutions à tous les matchs. Merci beaucoup. FMB? Alors, il y a beaucoup de choses. Ouais, là, je suis d'accord avec Stafford qui a retrouvé sa gloire avec 4 TD la semaine dernière. Il a commis une interception. Il a retrouvé ses receveurs, mais 0 sac aussi, c'est à noter. La défense de Seattle à la passe, c'est pas top, c'est 20e. Alors les Seattle, je sais pas quoi penser, parce que je pensais qu'ils étaient meilleurs que ça, vu les Bills, c'était catastrophique face aux Bills. Alors, parce que peut-être que Metcalf il manquait, donc je sais pas s'il est d'aplomb là pour ce match, mais on voit que là, l'effet Metcalf est hyper important à Seattle. Sans Metcalf, j'ai l'impression qu'ils ne sont rien. Walker, il suffit d'arrêter Walker, ce qu'ont fait les Bills. Et voilà. Donc là, il y a quand même Williams aussi, côté running back de Seattle. Je pense qu'il va peut-être aussi leur faire la misère à la défense de Seattle, qui est pas... C'est une équipe, je ne sais pas trop quoi en penser, mais bon. Mais j'espère que ce sera un bon match. Mais face aux Bills, ils ont quand même été très décevants. Alors, petit quiz, qui mène la série entre Seattle et les Rams? Les Rams. Les Rams, moi je dirais. Les Rams. Bon, vous êtes tous perdus. Retournez chez vous. C'est Seattle, 27 à 26. Ça peut basculer demain. FMB, est-ce que tu peux organiser le quiz pour la semaine prochaine, s'il te plaît? C'est gagné avec FMB là. On va avoir des super questions. Ouais. Ce sera un quiz compte double, attention. Des zéros. Attention. Olivier pour boucler.
Pour boucler, je pense que pas mal de choses ont déjà été dites. Effectivement, les Rams retrouvent leur énergie qu'ils avaient perdue avec les blessures de Nakua et de Cup. Donc, ils sont vraiment dans une très très bonne dynamique. Leur match contre les Vikings m'a vraiment impressionné pour le coup. Je pensais pas qu'ils allaient passer l'obstacle de Minnesota qui est quand même plutôt bonne. Et puis alors Seattle, je les avais pas tellement vus cette début de saison contre les Bills, j'étais assez effaré par la faiblesse de l'équipe, surtout à domicile. Enfin, alors le truc c'est que j'ai été déçu à la fois par les Seahawks et par le public de Seattle parce que ça a été, on avait l'impression d'être à Buffalo, c'était assez incroyable. Donc d'ailleurs ça a été repris en long et en large, y compris par la presse de l'État de Washington. Donc je ne sais pas ce qui se passe à Seattle, il y a un truc qui déconne. Alors que effectivement Geno Smith reste quand même un quarterback sympa et comme tu l'as dit FMB, j'ai l'impression que sans Metcalf c'est pas du tout la même équipe. Alors Metcalf est encore incertain pour dimanche, on verra. Je pense que s'il est pas là ça sera facile pour les Rams. S'il est là peut-être qu'il y aura un peu plus de suspense. Eh bien, merci Olivier. Merci Baptiste d'être venu. Tu reviens quand tu veux. Tu as été sage, peut-être même un peu trop. Mais bon, c'est pas grave. Avec le temps, tu vas c'est ma première. Je voulais faire bonne impression. Voilà. Écoute, on peut pas tout faire ce qu'on veut dans la vie. Hein. Bref. Non, pas toujours. Non. Bon, voilà. Merci en tout cas à tous. Scooby, merci encore pour cet incroyable moment de transit. Voilà. Le escape game de Scooby. Là, je suis parti, là. Vous n'avez pas m'attraper. Hein. Voilà. La France. Voilà. Dans la prochaine émission, tu auras ton tuto escape game par Scooby. Voilà. Grâce à cette émission, FMB n'a pas été en contact avec des enfants ce soir pour leur distribuer des bonbons. Non. C'est une victoire un peu pour tout le monde. Voilà. Merci à toi, Olivier. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. Ciao. Salut. Bonne soirée. Ciao. Ciao.